Bon, bah, écoutez, j'ai le plaisir de prendre vos places respectives pour présenter Mouna Louaman qui va vous parler de la TENS dans les douleurs neuropathiques. Alors la TENS, c'est une méthode très ancienne qui est utilisée depuis très très longtemps en France avec des résultats intéressants, puis aussi des recommandations plus récentes qui montrent un intérêt majeur. Merci de cette présentation, Mouna. Donc tout le monde connaît, je pense, Mouna Louaman du service. Je ne la présente plus. Voilà. Bon, ben, médecin de la douleur à Casa, dans le service de Mme Génani, puisqu'il y a une unité douleur qui a été ouverte, qui a vu le jour dans le service de rhumatologie. Et je ne peux qu'encourager cette progression et ce développement, parce qu'il y a vraiment besoin dans notre spécialité. Merci. Je me réinstalle là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est pour moi un véritable plaisir de pouvoir partager quelques notions sur latin. C'est un petit peu difficile d'intervenir après Madame Laroche, mais comme on m'a demandé d'être pratico-pratique, donc on va aller directement à l'essentiel, quitte à approfondir ensuite nos connaissances par rapport à la neurostimulation transcutanée et de l'intégrer peut-être dans notre pratique quotidienne. C'est déjà le cas au niveau du mais peut-être même d'activité en secteur libéral. Alors, je vais rapidement passer parce que ça a été largement détaillé et traité par Madame Laroche. Donc, douleur nociceptive, la douleur nociplastique qui aujourd'hui est de définition obligatoire. Je resterai encore une fois sur le concept de sans lésion apparente et de lésion du système somatosensoriel, ramenant un petit peu à ouvrir un petit peu nos perspectives par rapport à l'explication à donner aux patients par rapport à ce type de douleur. La douleur neuropathique est l'objet de la présentation. Donc, il y a une lésion, maladie affectant le système somatosensoriel qui peut être centrale ou périphérique dans un territoire neuroanatomique systématisé qui n'est pas le cas de la douleur nociplastique et qui est accompagné de signes négatifs, par type d'hyposthésie par exemple, ou positif, paresthésie allodynique, et ne pas obliger le passage à la chronicité dès 3 mois. C'est-à-dire que la gestion de la douleur au niveau du cerveau avant 3 mois est de type douleur aiguë, et après 3 mois, il y a d'autres mécanismes qui se mettent en place, et que cette douleur chronique, à 3 mois, c'est court comme délai, devient beaucoup plus complexe et suppose un abordage beaucoup plus ouvert. Alors, pour trouver la douleur neuropathique, il faut d'abord la rechercher, avoir une écoute attentive vis-à-vis du patient, va nous transmettre son ressenti, sensation de coup de poignard, picotement, douleur pulsative, délancement. Dans notre contexte, on utilisera d'autres termes, mais ça se recoupera. Et aussi, à travers l'examen clinique, être dans une démarche de recherche active de ces symptômes, sont des symptômes positifs ou négatifs, sont dépendants. Finalement, arriver à intégrer le questionnaire DNN4, qui est quand même un très bon outil diagnostique. Le rappel est sensible à 82, pratiquement 83%, pratiquement à 90%, avant d'entamer ou d'envisager un traitement contre la douleur neuropathique. J'ai eu un échange assez intéressant avec une résidente. Il me disait, oui, le FIRST, nous l'avions intégré parce qu'il nous permet d'atteindre un diagnostic, mais on n'a pas le réflexe du DN4 parce que finalement, ce n'est qu'un symptôme. Et oui, mais ce symptôme-là va vous amener à une prescription. Donc, il faudrait quand même avoir une base solide pour pouvoir commencer un traitement antidouleur neuropathique. Donc, je pense que tout le monde le connaît, hein, il n'y a pas à préciser. Brûlure, sensation, douleur froide, décharge électrique, les fameux fourmillements, picotements, engourdissements des mangeaisons. Et à l'examen du patient, rechercher l'hypoesthésie du contact, l'hypoesthésie à la piqûre et la douleur au frottement. Donc, un score supérieur ou égal à 4 sur 10 oriente très fortement vers une douleur neuropathique et une mise en place d'un traitement dans ce sens. Alors, le traitement de la douleur neuropathique est médicamenteux, il est non médicamenteux et éventuellement, il peut être chirurgical pour faire un traitement qui a une cause bien identifiée. Alors, selon les dernières recommandations, je pense parler,
juin 2020, la prise en charge de la douleur neuropathique va peut-être nous surprendre un peu par rapport aux anciens tableaux. Donc, en première intention, on va retrouver la venlafaxine, la duloxétine, on gardait en deuxième intention. Les antidépresseurs tricycliques sont toujours présents en première intention. La gabapentin et plus la prégabaline, en plus avec cette majoration par rapport au fait qu'en France, elle est déjà prescrite avec des ordonnances sécurisées. Donc, ça devrait nous ramener, nous, nous ne sommes pas dans cette configuration à de plus grandes précautions, parce que les pratiques aussi de toxicomanie, etc., existent aussi dans notre réalité. Les emplantes de lidocaïne et la neurostimulation transcutanée qui est l'objet de cette présentation. Donc, nous sommes dans une approche non médicamenteuse qui est indiquée en première intention. Donc, elle a toute sa place dans notre arsenal thérapeutique. Et en deuxième intention, on retrouve la prégabaline. J'ai mis juste un petit rappel des doses habituelles. Le tramadol, les associations antidépresseurs prégabaline ou gabapentin que nous n'avons pas ici au Maroc, les emplantes de lidocaïne, la toxine botulinique de type A, qui est aujourd'hui rentrée officiellement dans le traitement de la douleur pratique en deuxième intention, et nous retrouvons les thérapies cognitives et comportementales, les thérapies de pleine conscience, qui pour moi est une grande avancée, que ça puisse être déjà positionné en deuxième intention. Et en troisième intention, on va retrouver, pour les cas avancés, la stimulation magnétique transcrânienne, les opioïdes forts et la stimulation médulaire qui relève de la neurochirurgie. Voilà. Donc, je vais directement vers les traitements non médicamenteux de la douleur neuropathique. Donc, on va retrouver la neurostimulation transcutanée qui est en première intention. C'est une technique utilisant un courant électrique non douloureux d'intensité variable pour diminuer la sensation douloureuse. On rentrera plus à l'heure dans les détails. Les thérapies cognitives et comportementales, thérapies psychologiques visant à rééduquer le patient douloureux dans ses pensées, émotions et comportements face à la douleur. Donc, c'est très générique, hein, pour éventuellement faire l'objet d'une présentation. Et les techniques de relaxation, méditation, mindfulness, qui sont des techniques respiratoires de contrôle mental qui aident à moduler la perception douloureuse, le stress et l'anxiété, que je recommanderais mettre en place dès l'abaissement des seuils de la douleur par les autres approches. D'escalade, d'abord faire descendre les seuils de la douleur pour pouvoir enchaîner avec ces thérapies d'approche non comportementale pour améliorer l'adhésion du patient. Et il y a d'autres approches, éventuellement, donc notamment l'hypnose douleur, une approche qui a été validée, la cryothérapie qu'on utilise au service comme technique d'appoint, engagée sur le plan, la magnétothérapie pulsée, qui est un programme spécifique pour la douleur, la mésothérapie, je crois que tout le monde est familier avec cette technique, particulièrement efficace dans les névralgies post-traumatique, entre autres, et l'activité physique adaptée. Madame Laroche nous a bien étayé ce point-là, qui fait partie de la consultation douleur telle que nous la amenons à l'unité. Abordons tous ces aspects-là. Alors, le mécanisme d'action de la neurostimulation transcutanée, il passe essentiellement par la stimulation des fibres nerveuses proprioceptionnelles large diamètre myéliné et renforce les mécanismes inhibiteurs au niveau de la colonne dorsale, les fameuses voies descendantes de régulation, le fameux freinage qui vient à manquer dans les douleurs nociplètes. Et en même temps, il y a une stimulation de la libération des bêta-endorphines endogènes, des mécanorécepteurs, ce qui aide aussi à diminuer la sensation douloureuse. Donc, c'est la fameuse théorie du gate control, qui date pas d'hier, qui date des années 60, qui fera que le signal douloureux ne pourra pas pénétrer au niveau de la moelle épinière et la transmission du signal douloureux sera ainsi dit stoppée, arrêtée, puisque c'est la stimulation du TENS qui va être traitée en priorité par le cerveau. Donc c'est un leurre en fait qu'on utilise par rapport au récepteur douloureux au niveau du cerveau. Donc juste un petit schéma qui est un classique qui nous permet de résumer un petit peu. Donc on a le nocicepteur qui active les fibres fines, donc non myélinisées, qui largue le stimulus douloureux, et nous avons deux types d'interventions. Le relargage des substances endogènes qui va donner la stimulation de type acupuncture-like, on va le voir tout à l'heure, et l'inhibition de la transmission du message nociceptif, qui va être à proprement parler le gate control, le passage par le gate control, avec des hautes fréquences en allant de 80 à 100 Hz versus des fréquences basses en ce qui concerne le relargage des substances endoïdes qui sont entre 2 et 4 Hz.
Voilà, je rentre pas plus dans les détails parce qu'on m'a demandé que ce soit surtout pratique. Les bénéfices attendus de la neurostimulation transcutanée, tout d'abord évidemment le soulagement de la douleur. En deuxième lieu, la diminution de la consommation médicamenteuse, la diminution de la gêne fonctionnelle et la rémanescence de l'effet antalgique, c'est-à-dire le délai de la persistance de l'effet positif, c'est-à-dire du soulagement, qui doit être évalué après chaque séance. C'est-à-dire il peut durer de quelques heures. Chez certains patients, c'est toute la journée, d'autres, c'est 48 heures. Évidemment, plus c'est couplé au fractionnement de l'effort, à la régulation du sommeil, mieux sera le bénéfice global dans le temps. D'accord? Et ça nous permettra également de programmer les séances de TENS, de manière à ce que la prochaine séance de TENS ne soit pas trop à distance de la rémanescence de l'effet bénéfique. D'accord? Alors, ces attentes sont intéressantes, surtout pour une technique non invasive et bien tolérée et qui a une bonne rapidité d'action quand elle est correctement mise en place. Moi, j'ajouterais qu'il y ait des bénéfices secondaires à la diminution même de la douleur, qui serait une meilleure qualité du sommeil, enfin, le fameux cercle vicieux, hein, mauvaise qualité de sommeil, plus de douleur, stress et mauvaise qualité de sommeil, et une régulation des troubles de l'humeur. Ça, tout le monde peut le comprendre. Bien que le système se rétroalimente, hein. Donc, lors d'une consultation, pour ceux qui sont déjà passés à l'unité de la douleur, vous savez que moi, un de mes objectifs principaux, c'est de réguler le sommeil et essayer d'éponger le plus possible la dette en sommeil. Si les troubles de sommeil sont récents, c'est plus facile que s'ils sont beaucoup plus longs. Et ensuite, rester avec la douleur résiduelle, voire va travailler sur tous les amplificateurs de la douleur pour permettre de réduire quelque part la consommation médicamenteuse à la douleur stricto sensu et pas à ces amplificateurs. Donc, sommeil et troubles de l'humeur sont quand même des paramètres très, très importants à tenir en compte au moment de l'évaluation. Alors, les indications de la TENS en rhumato, c'est essentiellement les douleurs neuropathiques périphériques, thrombocytalgie, névralgie cervico-brachiale, etc. J'ai pas tout mis. La lombalgie chronique, le syndrome myofascial, la fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde. On pourrait avoir recours à la stimulation de basse intensité de type acupuncture-like dans ce cas de figure. L'arthrose également, ce sont les programmes que nous utilisons pour ce type de pathologie. Et le syndrome douloureux régional complexe de type 1, c'est la stimulation fréquente dite conventionnelle pour s'agir essentiellement d'une douleur neuropathique ou médiée par le système nerveux autonome. Donc on a les deux dans le cas du syndrome douloureux régional complexe de type 1. Alors, les contre-indications de la TENS ne sont pas très nombreuses. Il y a l'épilepsie, un pacemaker en place, une grossesse par précaution et surtout une prothèse métallique en regard de l'électrode. Il faudrait quand même éviter ça, surtout pour le confort du patient. Les effets indésirables de la TENS non plus ne sont pas très fournis. On a de rares cas, toutes les années où j'ai utilisé le TENS, j'ai eu un seul patient où il y avait un cas d'aggravation des douleurs par la neurostimulation. Je n'ai pas élucidé le mécanisme. Est-ce que c'était parce qu'il n'était pas prêt? Est-ce qu'il n'était pas convaincu? Ou est-ce qu'effectivement, il y a eu un effet d'amplification? Ou peut-être on avait mal posé les électrodes aussi, ça c'est possible. Des contractions musculaires du fait d'une fréquence trop importante. Donc, d'où l'importance au moment où on fait le réglage de l'appareil d'y aller très doucement. Donc, pour ceux qui sont passés par le service savent qu'on prend une première étape où on demande au patient de manifester dès qu'il sent quelque chose. Et la deuxième étape de réglage, c'est avec lui, palier par 0,5 par 0,5, jusqu'à ce que ce soit le patient qui nous arrête. Et on fait un 0,5 de moins, quitte à réajuster l'appareil après, parce que le patient s'habitue à la stimulation. Et de manière exceptionnelle, allergie ou eczéma dû aux électrodes, ça c'est tout à fait. Il y a des électrodes qui sont hypoallergéniques pour les patients qui sont candidats à ce type d'effet indésirable. Alors, les types de neuromodulation, il y en a deux. La stimulation à haute fréquence, dite conventionnelle, de type gate control, continue ou discontinue à une fréquence élevée de 80 à 100 Hz et à basse intensité, à une largeur d'onde de 50 à 100 microsecondes pour induire des paresthésies confortables, non douloureuses dans le territoire douloureux. On lui dit, vous allez sentir des fourmillements. Voilà, le patient, et on augmente cette intensité jusqu'à ce que ce fourmillement devienne un petit peu inconfortable. Donc, ce type de stimulation est plutôt indiqué dans les douleurs neuropathiques ou médié par le système sympathique, qui serait dans le cas de l'algodystrophie notamment. Et le deuxième type de neuromodulation, c'est la stimulation en basse fréquence, dite de type acupuncture, endorphinique, c'est-à-dire c'est cette modulation qui fait le largage des endorphines, de 2 à 4 Hz, donc de basse fréquence mais de haute intensité, pour induire des paresthésies douleurs et une sensation de secousse musculaire.
Voilà, donc on s'arrête, on met en place l'appareil jusqu'à ce qu'on commence à sentir les petites vibrations des secousses et on s'arrête quand ces secousses deviennent gênantes pour le patient. Donc il y a 2 paliers de réglage de l'appareil. Plutôt orienté vers les douleurs nociceptives, musculaires, dans les cas d'hypertonie, donc il y a des contractures importantes, surtout au niveau du trapèze par exemple. Ce type de stimulation est intéressante. Alors, dans les appareils, il y a déjà des fréquences qui sont préprogrammées. Je vous ai fait un petit peu le résumé de celles qu'on retrouve pratiquement dans tous les appareils. Donc, la première et la deuxième sont des hautes fréquences, orientées vers la douleur neuropathique pure. Le troisième cas, les endorphiniques à 2 Hz, contracture, lombalgie, donc tout ce qui est plutôt orienté à nociceptif. Vous avez des programmes aussi qui combinent les deux. Donc, à 100 et à 2 Hz, lombocytalgie, lombalgie, cervicalgie, tout dépend en fait de ce que vous trouvez prédominant au niveau de l'examen clinique. Le TENS séquentiel, donc qui va alterner 10 minutes de gate control, puis 20 minutes d'endorphinique dans toutes les douleurs chroniques. Par exemple, il est intéressant aussi pour les fibromyalgiques. La stimulation HAN qui est plutôt orientée vers la douleur aiguë, d'accord. Le TENS burst qui est plus confortable pour les contractures lombalgie, cervicalgie. Le test modulation qui essentiellement est indiqué pour faire comme alternative au programme 1 et 2. Et au bout d'un moment, le programme peut cesser d'être efficace pour le patient. Donc, on fait un roulement avec d'autres programmes avec la même indication. C'est-à-dire, on reste avec les programmes qui sont indiqués pour la douleur neuropathique, mais on fait une petite rotation de programmes. D'accord? Ça permet de maintenir une bonne efficacité. Les patients adorent le gate control dynamique lent, qui a un effet massage. Des fois, on commence par ça pour relâcher le patient et ensuite on passe au programme qui nous intéresse, ou celui de type frottement qui est indiqué dans toute douleur. D'accord. Donc en général, quand un patient est très douloureux, on va commencer par l'endorphinique et ensuite on va, si besoin est, on terminera avec un programme plutôt orienté vers la douleur neuropathique. Mais c'est vraiment au cas par cas. Il y a des grandes orientations, mais c'est à vous de décider au-delà de la division neuropathie nociceptive, quel est le programme le plus adapté. Alors en pratique, à l'unité de la douleur, il y a un programme phare et on fait une rotation sur 2-3 programmes jusqu'à ce qu'on trouve celui qui est le plus efficace pour le patient, où il se sent le plus à l'aise. Donc on est toujours dans la communication avec le patient. On dit voilà, qui sont indiqués dans la pathologie. Et après, vous allez nous dire celui qui est le plus efficace. Donc, le patient est orienté vers le bien-être et l'amélioration de sa douleur plutôt que vers le fait que j'ai mal. Et on défocalise sur la douleur pour déjà le programmer parce qu'il va aller mieux. De ces 3-là, il y en a forcément un qui va être efficace dans votre cas. Alors, la séance de TENS, alors le matériel, il nous faut évidemment un appareil de neurostimulation, des électrodes autocollantes, les câbles et un patient. De préférence. Le positionnement des électrodes. Alors, sur une peau saine, propre et sèche, il faut positionner les électrodes dans le territoire de la douleur, avec quand même quelques précautions. Si il y a l'odynie, placer les électrodes sur les métamères voisins, surtout si c'est un métamère proche. Et s'il y a anesthésie, il n'y a pas de sens de mettre les électrodes sur ce territoire. Voilà, donc je vais vous présenter des schémas qui sont illustratifs un petit peu des pathologies les plus fréquentes qu'on a à traiter au niveau de l'unité de la douleur. Donc la névralgie cervico-brachiale, donc je me suis inspiré des fiches techniques d'un des appareils que nous utilisons. Donc la position, l'option 1 est indiquée s'il y a plus de névralgie, si le patient rapporte plus de névralgie, d'accord. Et à ce moment-là, on va utiliser le programme de type gate control. Si par contre il y a plus de cervicalgie, ça sera plutôt l'option 2 qui sera utilisée. De manière générale, les séances durent entre 1 heure et 1 heure et demie, sauf pour les névralgies post-zostériennes, parce que c'est une zone très très sensible, et à raison de 3-4 séances par jour, si le patient a l'appareil chez lui. Dans notre unité, c'est 2 à 3 fois par semaine. On ne peut pas proposer plus aux patients, sauf ceux qui finissent par acheter l'appareil pour le faire eux-mêmes. La lombocytalgie, il y a aussi plusieurs possibilités de positionnement des électrodes. Donc, dans l'option 1, c'est où il y a plus de signes de sciatalgie, plus de douleur neuropathique. L'option 2, où c'est mixte. Et l'option 3, où on est plus dans le cas d'une lombalgie sans signe, sans douleur neuropathique marquée. Voilà. Fibromyalgie, syndrome myofascial, encore une fois, ça va dépendre du territoire douloureux qui peut être variable. Donc, quand on est dans
un territoire large, on peut espacer les électrodes de la manière qu'on retrouve dans l'option 1. L'option 2 est beaucoup plus orientée vers les trigger points. Et ça, c'est aussi une façon d'utiliser la TENS pour pouvoir... alors, c'est pas ma favorite, hein, moi c'est plutôt la mésothérapie pour aller travailler sur les trigger points, mais la TENS peut être également utilisée avec cette perspective-là chez les patients souffrant de fibromyalgie ou de syndrome myofascial. La lombocruralgie, c'est la même logique. Donc, il y aura une part d'électrodes posée à la racine, à l'émergence de la racine correspondante au dermatome, et les deux autres sur le trajet du nerf concerné. Et on va bien sûr rester avec des programmes qui sont en affinité avec la douleur neuropathique de type gate control. Lombalgie chronique. Et il y a aussi d'autres indications à la neurostimulation transcutanée, comme l'algoneurodystrophie. Je crois qu'on a un patient actuellement, on est en train de tester avec lui les TENS. Il a l'air de répondre partiellement, mais c'est déjà encourageant. Donc, on a l'algodystrophie au niveau du membre inférieur et du membre supérieur. Donc, ce patient, il a un problème au niveau du membre supérieur droit. Donc, c'est ce positionnement qu'on a choisi pour lui et qui a l'air de répondre, enfin, c'est encourageant pour l'instant. On peut pas dire qu'on a résolu la chose. Et puis, la névralgie post-zostérienne, pour laquelle on peut utiliser la neurostimulation transcutanée. On utilise aussi des patchs de lidocaïne, on peut utiliser des traitements médicamenteux, et ça, c'est un abord non médicamenteux qui n'est pas négligeable, qui n'est pas coûteux, et qui peut soulager aussi le patient. Voilà, donc là, on a un patient qui a bien voulu faire de modèles. C'est un patient qui bénéficie de séances de TENS. On a juste demandé si ça lui dérangeait pas de... Il n'a pas toutes ces pathologies, hein. C'est juste qu'il s'est prêté à l'exercice. Donc, le premier positionnement, ça peut être une dorsalgie. Si je remonte un peu plus les électrodes, une cervicalgie, c'est à vous. C'est-à-dire qu'avec les électrodes, on devrait quadriller un petit peu le territoire douloureux et éviter d'être directement sur des zones d'anesthésie. Et si c'est de l'allodynie, on décale un petit peu par même. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette cartographie en tête, pas des métamères. D'accord? Même intéressant, par exemple, dans un tout autre cas, dans la névralgie pudendale, où on ne peut pas mettre les électrodes en profondeur, on utilise les métamères qui ont un effet miroir par rapport à la douleur. Donc, on le met en lombaire bas, le plus bas possible, et au niveau de la cheville, au niveau de la face interne de la cheville. Et ça a l'air de donner de bons résultats. C'est-à-dire que le jeu des métamères est intéressant dans ce cas de figure. Voilà. Donc, sur le patient, ça se présente comme ça, et on a même accroché l'appareil. Voilà. La photo de gauche serait un petit peu le modèle de la fibromyalgie, et la photo de droite plutôt dans des névralgies post-zostériennes. Alors, dans la pratique de l'unité de la douleur, comment ça se passe? Le déroulé de notre séance. Donc, il y a d'abord une indication posée de neurostimulation transcutanée, soit une consultation de rhumatologie. Donc, le patient arrive avec sa lettre de liaison avec une demande de neurostimulation, soit suite à la consultation douleur, une fois qu'on fait la consultation, on décide que c'est une option intéressante pour ce patient. Donc, je prends le temps pour faire l'explication du mécanisme d'action de la TENS de manière entendable et accessible pour le patient, et je reprends le schéma corporel qui est réalisé lors de la consultation. Donc, ceux qui ont assisté à la consultation, je finis toujours par faire un petit schéma corporel. Ça permet d'établir un lien avec le patient, et il devient protagoniste dans sa démarche thérapeutique, puisque c'est lui qui va signaler ces zones douloureuses, et c'est un document de base, c'est-à-dire que voilà, tel jour à tel moment, voici votre schéma corporel qu'on va reprendre à l'unité. Donc, c'est bien là où vous avez mal, et on refait un examen clinique parce que, par exemple, dans le cas des fibromyalgiques, la douleur a pu se déplacer entre-temps, et donc je vais travailler sur la réalité du moment. D'accord? Donc, ce sont des éléments objectivables qui permettent au patient de se sentir bien entendu, qu'on a bien compris sa douleur et qu'on va travailler là où il a mal. D'accord? Vérifier encore une fois qu'il n'y a pas de contre-indication. Bon, juste avant, parce que des fois, il déclare à la dernière minute, mais oui, mais il faut faire attention avec ça. Des questions-réponses, je laisse toujours 5-10 minutes avec le patient, ce qu'il y a des questions, juste pour m'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle à l'adhésion thérapeutique. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait un TENS qui a eu des douleurs? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait interférer, disons, avec le bon déroulement de la séance? En général, ça se passe bien. Donc, reprise de examen clinique et cotation de la douleur du moment. C'est très important.
pour avoir un point de départ par rapport à la douleur sur laquelle on va travailler. Il y a une fiche de test de l'unité, vous la connaissez, je vais la passer tout à l'heure. Alors, pose d'électrode selon le trajet de la douleur, choix du programme selon la nature de la douleur, donc neuropathique ou non système, ou mixte. Hein. Il y a les programmes séquentiels qui permettent de travailler les deux. Démarrage de l'appareil de TENS, donc première étape, comme je vous avais expliqué, ressentir les paresthésies dans le gate control ou les secousses dans l'endorphine-like. Et deuxième étape, augmenter progressivement jusqu'à la limite de tolérance. C'est le patient qui nous arrête et on descend d'un demi-cran. Voilà. L'étape suivante, c'est que surtout durant la première séance, le patient reste sous la surveillance de l'infirmière ressources douleur, d'accord, pour n'importe quel incident de parcours. Et à la fin de la séance, arrêt de l'appareil, retrait des électrodes et cotation de la douleur. Donc la fiche de suivi des patients qu'on utilise au niveau de l'unité, c'est celle-là. Donc le nom, les prénoms, des informations générales sur le patient. Je spécifie quel type de programme on a utilisé pour lui dans le cadre de la rotation pour qu'on sache quel programme on a utilisé. Et puis notre protocole, il fallait bien décider d'un protocole. On a décidé qu'on allait par pack de 10 séances de TENS renouvelables si besoin. Donc on refait la cartographie, enfin le schéma corporel du patient. Et sur ce schéma-là, je vais indiquer où est-ce que j'ai posé les électrodes. Donc, si je fais bien mon travail, le positionnement des électrodes est bien fait, c'est les programmes qui vont changer. Alors, des fois, il y a des changements au cours de la douleur s'est déplacée, elle est devenue plus neuropathique que nociceptive. Il nous arrive parfois, à la 5e séance, de rectifier la position des électrodes. C'est-à-dire qu'on doit rester le plus proche possible de la réalité du patient. D'accord? Et pas comme disait Madame Laroche, on part sur un RIC, hop, on va sur un RIC. Non. Le patient nous amène à revoir, pas tous les jours, mais assez régulièrement, est-ce qu'on est vraiment dans le bon positionnement des électrodes, avec le bon programme, pour avoir le plus d'efficacité possible. Alors, les appareils de neurostimulation, on a testé pas mal au niveau de l'unité. Donc, on avait commencé avec le TENS Eco 2, qui est le TENS, je crois, qui est toujours de référence en France dans les unités de la douleur. C'est un appareil qui est assez complet et assez efficace. On avait continué avec le CEPAR complexe parce qu'on avait eu des difficultés pour le faire ramener. Il n'est pas disponible au Maroc. Et finalement, pour des raisons techniques, parce que les deux, autant le TENS comme le CEPAR sont de très bons, les trois sont de très bons appareils, mais il y en a deux qui fonctionnent avec des batteries. Et comme j'expliquais à Madame Laroche, on avait eu des problèmes parce qu'il faut vraiment être très scrupuleux, ne recharger l'appareil quand il est complètement vide, ne pas les laisser en charge lorsque la batterie est déjà chargée. Donc, dans notre quotidien, c'était un petit peu compliqué. Donc, c'était un des paramètres pour lesquels les appareils n'avaient pas une bonne durée de vie. Donc, finalement, on travaille sur l'MP actuellement. C'est celui qui tient la route le mieux et qui travaille avec des piles. Voilà. Tout bêtement, on est revenu à des choses plus pragmatiques. Et puis, pour les patients qui souhaitent acquérir un TENS et qui ont quand même un aidant qu'on peut éduquer correctement par rapport aux électrodes, il y a je sais pas si vous allez le voir, il y a un genou, une épaule, une main et un cou. Donc même ces petits dessins orientent les patients vers les zones qu'ils doivent, enfin le programme pardon qu'ils vont sélectionner en fonction de la pathologie qu'ils ont. Donc c'est plus facile, c'est plus pédagogique ou didactique pour les patients. Reste la partie du positionnement des électrodes. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux patients d'amener un aidant. Pour les régions lombaires, c'est clair qu'il faut quelqu'un, mais quelqu'un qui puisse écrire et qui puisse avoir un suivi des séances qui se passent à domicile pour qu'ensuite on ait un retour. Alors, pour les patients qui en font la demande, donc je fais l'ordonnance dans ce sens, et on fait quand même une séance d'éducation thérapeutique pour l'utilisation de TENS. Donc, d'abord, les séances de TENS ont dû être satisfaisantes. Certains le demandent d'emblée. Attendez, on va d'abord tester l'appareil, ce serait l'équivalent de la location. Il y a l'ordonnance et l'acquisition d'un appareil TENS, et la séance d'éducation thérapeutique se fera sur l'appareil que le patient a acquis, pas forcément sur celui qu'on a à l'unité, qui sera utilisé à domicile. Donc, il y a le patient, évidemment, et l'aidant qui va positionner les électrodes ou qui va intervenir s'il y a un petit souci avec l'appareil. Donc, il y a une remise d'une fiche de suivi, d'accord, à remplir, comme pour le suivi tensionnel des cardiologues, à remplir pour les consultations de leur postérieur. Donc, quand je le revois au bout d'un mois ou du délai qu'on a accordé, j'ai la fiche de suivi de TENS pour savoir comment ça s'est passé. Et si le patient a besoin de nous, on est toujours disponible, soit par téléphone, soit par rendez-vous pour revoir ce qui peut gêner par rapport à l'appareil. Alors en conclusion, les douleurs neuropathiques sont encore aujourd'hui sous-diagnostiquées.
Là, c'est quelque chose que nous savons tous, d'où l'intérêt de rechercher les signes neuropathiques ou de savoir les écouter, parce que le patient va le dire, et de ne pas hésiter à avoir recours au DN4 comme mesure automatique. Moi, je ne discuterai même pas. Je ferai même pour le first, hein, même si on ne recherche pas une fibromyalgie, pour ce que Madame Laroche avait cité tout à l'heure. Déjà, si on a des maux de tête, des céphalées, des troubles de transit, voilà, qui nous orientent vers une origine centrale, hein, ou un déficit au niveau du freinage, ça peut nous donner une idée de la future évolution du patient si on ne met pas des mesures rectificatives. Donc le DN4 en douleur neuropathique, il n'y a pas de discussion. Il faudrait le faire, au moins pour être sûr qu'on passe pas à côté, et le faire obligatoirement si on a, à mon sens, si on a l'intention de mettre en place un traitement anti-douleur neuropathique, au moins qu'on soit validé sur ça. Les douleurs neuropathiques, c'est pas un secret, restent difficiles à soulager, surtout celles d'origine centrale. Nous, on a la chance de travailler surtout sur les douleurs neuropathiques périphériques. Limitation du volume médicamenteux, soit parce que notre patient est polytaré, il y a déjà beaucoup de médicaments, soit par les phénomènes d'accoutumance, l'aroxyle, il y a un phénomène d'échappement à 3-4 mois, donc il y a cette limitation aussi. Et puis celle des effets secondaires qui n'ont échappé à personne, qui sont souvent dose dépendantes d'ailleurs. La chronicité, 3 mois, j'insiste, 3 mois, ça passe très rapidement. Donc, implique la prise en charge des autres volets de la douleur. Donc, le modèle biopsychosocial et prendre le temps de poser la question et la recherche des amplificateurs de la douleur. Les déclencheurs, le patient va vous le dire. Mais les amplificateurs, il faut souvent aller les chercher. La neurostimulation transcutanée est une technique simple, sécurisée, répétitive, qui complète le traitement médicamenteux et je vous rappelle qu'elle est indiquée en première intention. Pour moi, c'est la grande nouveauté. C'est-à-dire, c'est pas, on fait le traitement et si ça marche pas, on passe à la neurostimulation transcutanée. Plus on fait une approche plurimodale du départ, plus on a de chances d'être efficace, à mon sens. La TENS permet de réduire la douleur, la gêne fonctionnelle et la consommation médicamenteuse. Ça a été démontré dans l'étude que je vous avais proposée tout à l'heure. Et comme conséquence, la régulation du sommeil et les troubles de l'humeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Sur la TENS, son utilisation, son accès, tout ça, au Maroc. Sur vos retours, peut-être, hein, pour ceux qui sont avec moi au service de rhumato, est-ce qu'il y a eu des retours des patients pour lesquels vous avez fait la TENS? Il y a quelque chose qui est resté sans réponse par rapport à ça. Façon de travailler. Sincèrement, moi, au début, je t'envoie que les malades pour les médiquer et donc pour leur éviter d'ajouter un traitement pour douleur neuropathique, je l'adresse pour les TENS. Mais là, je vois que c'est indiqué en première attention. Donc là, donc on doit l'indiquer, c'est-à-dire une fois on fait le diagnostic de douleur neuropathique, on va les proposer pour les TENS. Une façon d'opérer, en tout cas chez les patients chez lesquels on a une perspective limitée en ce qui concerne les médicaments, on sait qu'on va pas, la marge de manœuvre sur le plan médicamenteux va être réduite, soit parce qu'il est polytaré, soit parce que il y a de difficultés d'ordre économique par exemple, ou voilà. Là, je pense que la TENS serait une bonne indication d'emblée, d'accord. Est-ce que c'est indiqué pour tous les patients? Quel que soit le profil, ça veut dire pas. Alors, moi, je pense que ça dépend de l'accès aussi. Nous aussi, on a une infirmière ressource douleur qui s'en occupe en autonomie et qui fait 2 séances auprès des patients. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut se poser comme question, si c'est des douleurs neuropathiques localisées ou diffuses, ou plus diffuse. Si c'est localisé, on a quand même beaucoup plus de possibilités, c'est facile d'utilisation. Nous, on complète, on associe d'emblée. Par exemple, quand c'est localisé, on va utiliser les patchs de lidocaïne. Vous avez le Versatis 8%, enfin pas capsaïcine, le patch de Versatis. Moi, j'ai vu que vous aviez de la capsaïcine aussi, faiblement dosée à 1%.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, vous pouvez, si vous n'avez pas la lidocaïne, vous pouvez essayer la capsaïcine aussi en local, et puis en complément de la TENS. Oui, moi je pense que il y a eu vraiment un changement de paradigme avec ces nouvelles recommandations qui ont rétrogradé les médicaments, notamment la prégabaline, et upgradé la TENS. Et la TENS, à partir du moment où les patients sont capables de l'utiliser, c'est vraiment un très bon outil. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le post-effet. La rémanence d'effets, c'est-à-dire qu'on a des patients qui ont des très bons post-effets assez longs. Donc c'est vraiment, ils ont plus de traitement et ils ont un effet de la TENS, c'est-à-dire qu'ils sont libérés, on va dire, des électrodes. Donc ça, parfois, c'est aussi le problème des électrodes et le travail. On a des patients, c'est compliqué pour eux d'avoir les électrodes sur eux la journée quand ils travaillent. Donc il faut voir vraiment tout le contexte de vie, etc. Mais je crois que c'est vraiment la première intention. D'autres questions ou suggestions? C'est-à-dire, il faut commencer par 10 séances. Franchement, ça a été plus une décision organisationnelle, parce on avait décidé de faire 10 séances pour les TENS comme premier jet. Ensuite, on voit comment le patient évolue. 5 séances pour la mésothérapie, 5 séances pour l'oxy, 20 séances pour la magnétothérapie pulsée parce qu'on sait qu'elle a un effet beaucoup plus lent. Mais je pense que la logique voudrait qu'on continue à faire des séances de TENS jusqu'à soulagement et ensuite, en fonction de l'effet rémanescence, programmer les prochaines séances. Mais nous, on est quand même, comment dirais-je, limité par le fait d'avoir une structure. Si les patients doivent venir, il faut avoir un planning. Ça serait beaucoup plus facile pour le patient s'il s'autogérait. Il sait qu'il a 48 heures de couverture antalgique. Il va programmer sa séance à partir de ces 48 heures-là. Nous, on n'a pas cette flexibilité. On est vraiment en rendement continu avec les TENS. Donc, on a été obligé de protocoliser. Mais dans la littérature, il n'y avait pas de rythme particulier. Je sais pas, à ma connaissance. Alors, dans la littérature, en fait, la TENS, c'est tant que ça marche, on l'utilise. Alors, en fait, vous avez une organisation qui est différente parce que nous, dès les 2 séances avec l'infirmière, si le patient a un soulagement, on lui met il prend une location. Et donc, il l'a chez lui, il s'autogère. Et puis, au bout de 3 mois, si vraiment ça continue, il est bien, il est content, là, il va acheter l'appareil. Et le prix de la location sera déduit de l'achat. Donc, il n'est pas perdant. Et après, il achète, il est en autonomie. Et après, l'infirmière ne le revoit plus. Nous, c'est le médecin. On fait le point avec lui. S'il continue, il arrête. En fait, alors, il peut y avoir, on dit qu'il y a 30% d'effets d'échappement, qui est sur le long terme, qui peuvent arriver. Et puis, c'est pareil, il n'y a pas des répondeurs. Ça dépend aussi. Il y a à peu près 30% de bons répondeurs initialement. Donc, c'est en fonction de ça aussi la durée. En fonction du patient, s'il dit ça continue à être efficace, il continue. S'il est moins content, il arrête ou il le modifie. Mais comme ils sont autonomes avec l'appareil, c'est très différent. Alors, dans notre cas, on fait le programme des 10 séances. Et ensuite, on fait l'évaluation autant sur la douleur que sur la régulation du sommeil. Enfin, on essaie d'être le plus large possible sur la gêne fonctionnelle. Et souvent, la douleur est moins soulagée, mais le patient se sent beaucoup mieux sur le plan fonctionnel. C'est assez particulier le teint. C'est pas très mécanique en fait. Est-ce que c'est le fait de travailler sur la zone douloureuse alors que Péros, on a l'impression que c'est diffuminé. C'est comme la mésothérapie, il y a un petit peu ce côté-là où le patient, finalement, on se focalise sur, il sait qu'il y a un traitement sur la zone qui lui fait mal et ça a l'air de faire un effet placebo. C'est en sérieux, on a entendu et on travaille sur cette zone-là. Donc, si le patient, à la fin des 10 séances, on refait une évaluation globale avec tous les critères, c'est-à-dire qualité du sommeil, douleur, fonction, troubles de l'humeur, etc. Si le patient a moins de 50%, entre 30 et 50%, bon, à ce moment-là, on n'est peut-être pas candidat à refaire le TENS. Si le patient est très satisfait, on lui dit, on reprogrammera d'autres séances parce qu'on n'a pas de disponibilité autrement et on intègre la neurostimulation dans son arsenal thérapeutique comme quelque chose qui fonctionne jusqu'à preuve du contraire. Et franchement, depuis j'utilise la TENS, je sais pas, il doit y avoir 2-3 patients en 8 ans qui n'ont pas été satisfaits. Je veux dire, franchement, c'est assez exceptionnel. Si on fait bien les choses, c'est-à-dire on s'assure qu'on a bien posé les électrodes, qu'on n'est pas sur un terrain d'allodynie, ni un terrain où il y a une anesthésie, et si on n'est pas, on est là où on doit travailler en fait.
parce que des fois, en déplaçant les électrodes un peu par en haut, par en bas, en les latéralisant, on s'éloigne de la zone d'efficacité. Donc prendre son temps. La première séance de pose des électrodes que je fais avec l'infirmière, ensuite elle est en autonome, on prend notre temps. On discute avec le patient, on refait un examen clinique, on redélimite la zone, on repose la question ce qui est plutôt neuropathique, plutôt nociceptive, on fait la cotation de la douleur, on prend le temps d'expliquer l'appareil, et là, après, ça roule. Voilà, l'infirmière, elle sait qu'elle a la rotation entre le programme 1, 3, 4, et fait 2 premières séances avec 1, 2, et c'est le patient finalement qui nous fait un rétrocontrôle. Ah, je suis plus à l'aise avec le programme 2, par exemple. Et on va continuer le reste des 10 séances sur le programme 2. Donc, il y a quelque chose qui se met en place qui est vraiment très proche des besoins du patient et de la réalité de son corps. L'avantage que vous avez, vous, c'est qu'il y a ces séances présentielles et avec le patient, c'est très important. Il est entouré, ça participe vraiment à l'efficacité d'un traitement quand il y a une continuité des soins, des rendez-vous réguliers, un temps où il est tranquille, dans un lieu calme, tranquille. Tout ça, c'est vraiment important. Et puis, ce que tu disais qui me semble aussi important, c'est l'effet locaux de l'ENTI. Le patient, on soigne ce qu'il a et qu'il voit. C'est là qu'il a mal et là on met le traitement. Donc ça aussi c'est un effet favorise l'adhérence. Et puis nous ce qu'on explique, le gait control, c'est vraiment quand on a mal on se frotte. C'est exactement le système qu'on met en place quand on fait la TENS. Donc c'est très intuitif puisque on a tous fait ça, de se cogner, de se frotter. Je dis la TENS elle fait pareil. C'est comme si vous vous frottiez sur la zone qui vous fait mal. Donc, vous faites la contre-stimulation en stimulant cette porte qui se ferme au niveau de la corne dorsale de la moelle. Donc, c'est très imagé pour le patient. Il dit, bah oui, ça je connais, j'ai déjà fait. Et c'est là où il a mal qu'on fait le truc. Et en plus, vous le faites avec un environnement bienveillant. À chaque séance, il a quelqu'un. C'est du top niveau. Enfin, c'est bien. Alors, pour continuer dans le top niveau, puisque le patient est là, on en profite pour des TP, l'éducation thérapeutique, sur le fractionnement des forces. C'est des patients que j'ai vus forcément en consultation. Parce que pour que tu saches, on passe pas directement de la consultation de rhumato à la consultation de TENS. On doit passer par la consultation douleur, où il y a un autre regard qui est posé sur le patient, et souvent, il y a un ça, et j'ajoute autre chose. D'accord? Ou il y a une contre-indication qui n'a pas été signalée, donc je renvoie vers le médecin traitant, on va pas faire le TENS pour cette raison, et on va peut-être enchaîner sur autre chose. D'accord. Ou parfois, je commence avec la cryothérapie parce que la zone est tellement douloureuse, voilà. Donc, on explique au patient, voilà, votre médecin vous a demandé ça, mais pour l'instant, on va d'abord refroidir la zone, ça ils comprennent très bien. Et une fois qu'on descend assis, si je donne la cotation. Alors, il y a un élément qui est très important, c'est les patients qui sont avec une mauvaise discrimination douloureuse de zone. D'ailleurs, ils ont mal partout. Alors, j'ai mal partout. Alors, pour délimiter exactement la zone du trajet, parce que vous avez des électrodes à poser ou vous avez une séance de mésothérapie à faire, il y a un temps pour ça. D'accord. Donc, de ce qui vous avez mal, où est-ce que ça est, et essayer de travailler le plus possible auprès de la réalité neuropathique du patient. Donc, on en profite de ces moments, de ces séances présentielles pour le fractionnement, la gestion du stress, le fait comment dirais-je, de prolonger au maximum le bénéfice de la séance. Donc, si vous sortez de la séance de TENS, vous restez calme, vous vous mettez pas à faire le marché, descendre le placard. Donc, au moins, profitez-en le temps, c'est-à-dire essayez d'allonger le plus possible le temps de rémanescence pour que la personne aussi, et pour que le cerveau s'habitue à des chiffres d'EVA plus bas. Il y a une espèce de rééducation aussi du cerveau. Au bout d'un moment, quand il est tout le temps à 7, 8, il n'arrive pas à se concevoir autrement, j'ai l'impression. Donc, le fait de se ressentir avec des chiffres d'EVA beaucoup plus bas, certains patients ont besoin d'un accompagnement et une espèce d'habituation à la douleur. Et avec le TENS, à la fin de la séance, comment vous vous sentez? Évidemment, après la séance, il y a une amélioration en général, et on essaye d'engrammer cette information. Ben voilà, il faudrait vous dire, là, vous allez bien, et que vous devez faire tout ce qu'il faut pour faire durer ce bien-être le plus longtemps possible. Donc, il se passe des choses durant ces séances-là. Nous, le côté multimodal, on utilise le terme boîte à outils. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va créer votre boîte à outils à vous, et dedans, on va mettre différentes choses, et chaque chose va s'associer pour améliorer la douleur. Donc, il y aura la TENS, il y aura le médicament-ci, le fractionnement. Voilà, c'est une boîte à outils. Donc, ils voient bien qu'ils ont des ressources qui sont plusieurs outils pour améliorer, que l'ensemble va un peu aider sur chaque paramètre. J'aime bien le terme de boîte à outils.
C'est très concret. Bonjour, je vous remercie, Dr. Rahman et professeur Larouche, pour cet atelier fort intéressant. J'ai une question par rapport à la TENS, plutôt une remarque de pas mal de patients qui disent que la durée de rémanence de la séance de TENS ne dure pas longtemps. Ils disent que c'est 30 minutes, 2 heures, et puis ça rebelote. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que dans certains appareils, il y a des programmes en fonction de la pathologie. Donc, parfois, ça dépasse pas. L'appareil que je connais, il dépasse pas 15 minutes la séance. Donc, est-ce qu'il faut faire une autre séance tout en gardant vraiment la fréquence maximale qu'on a atteinte pendant la première ou pas? La 15 minutes, parfois, elle peut être suffisante en fonction de l'appareil. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à la première question, c'est-à-dire quand l'effet de rémanescence est trop court, on peut travailler en amont et en aval. Alors, si on fait une séance de TENS en étant à 8, 9 sur 10, c'est comme l'équivalent de prendre le médicament alors qu'on est en plein pic de la douleur. L'effet escompté va être ce qu'il pourra. D'accord? Donc, plus on travaille en amont, mieux c'est. C'est pour ça qu'en fait, les médicaments ont toute leur place pour faire descendre les barbes de manière à ouvrir la porte aux approches non complémentaires en termes d'efficacité. Si je fais une méso avec 7-8, je vais faire ce que je peux, mais ça va pas être satisfaisant pour le patient. Il y a l'autre paramètre aussi, il faut travailler sur les attentes du patient. S'il continue à fonctionner en douleur aiguë dans sa tête, donc les attentes sont élevées, pour lui, si c'est pas efficace et ça a réglé son problème, l'appareil n'est pas, ça vaut pas la peine de continuer. Donc il y a des questions à faire en consultation. Est-ce que pour s'assurer que le patient a bien intégré, souvent, je refais ce travail en consultation. Donc, entre des attentes légitimes de 100% pour une douleur aiguë, on passe à une attente entre 30 à 50% pour une douleur chronique. Alors, du coup, ça ramène les choses à leur juste mesure. Alors, je poserai la question, est-ce que la couverture antalgique est suffisante pour ce patient chez lesquels on va commencer la séance de TENS? Une chose. Est-ce que après la séance, ça sera en amont? Déjà, ces deux questions-là, ça sont intéressantes. Le mode de fonctionnement en aigu ou en chronique chez le patient par rapport à ses attentes. Et deuxièmement, la qualité de la couverture antalgique, déjà avec les moyens mis en place avant la séance de TENS. Après la séance de TENS, c'est ce que fait le patient. D'accord? S'il se met, parce que justement il s'est senti bien, par exemple, ça peut être le cas de figure, et il se met en surcharge fonctionnelle parce qu'il n'a pas compris qu'il faut fractionner et qu'il faut ralentir pour allonger la durée de la rémanescence de l'effet de la séance, ça c'est une chose. Et puis certains patients ont des pathologies, je sais pas, si on a une gonarthrose au stade chirurgical, le TENS il fera ce qu'il pourra aussi. Je veux dire, on va pas être non plus attendre de la séance de TENS au-delà de ses capacités. Donc, il y a quand même des questions à poser. Est-ce que le patient n'a pas besoin d'aide à la marche, par exemple? Je reprends la gonarthrose. Est-ce qu'une genouillère n'est pas indiquée? Est-ce qu'une aide à la marche n'est pas indiquée? C'est-à-dire faire tout ce qu'on peut pour soulager la douleur en amont, faire la séance de TENS et contrôler ce qu'on fait après. Ça, c'est quand même, il y a de la prospection à faire en matière de. Alors, pour répondre à la deuxième question de l'appareil, je sais de quel appareil vous parlez. D'ailleurs, je l'ai pas cité parce qu'on va pas renouveler, il a une durée de vie, on attendra qu'elle termine. On n'est pas arrivé à reprogrammer, comment dirais-je, le type de modulation qu'on voulait au-delà des 15 minutes qui étaient déjà préprogrammées dans l'appareil. Donc, ça suppose que l'infirmière douleur, tous les 15 minutes, vient redonner, elle n'a pas que ça à faire, c'est pas possible. Et 15 minutes, c'est largement insuffisant. Sauf si on travaillait pour des douleurs faciales qui demandent une durée d'application de la TENS en général inférieure aux zones lombaires. Ça peut être entendable. Donc finalement, par tâtonnement d'appareillage, on est arrivé à celui qui est le plus simple, où c'est nous qui décidons de la durée de la séance. Donc il y a un top chrono et elle sait qu'à 3/4 d'heure, 1 heure, elle va venir débrancher le patient. Effectivement, 15 minutes pour une douleur, c'est peu. Mais c'est les limitations des appareils qu'on a. On en aura de meilleurs la prochaine fois. Inch'Allah. Je complète ce qu'a dit Mouna, ça me semble vraiment important avec les douleurs chroniques de parler des attentes de résultats qu'ils ont par rapport à la réalité.
Et ça leur manque, hein. Et où qu'on soit, hein, à Paris, tous les jours, on travaille là-dessus, hein. Il n'y aura pas de guérison, hein. On est dans le modèle douleur chronique. D'ailleurs, je peux vous donner un site internet dans lequel les patients peuvent télécharger des brochures qui sont claires là-dessus. Il y a l'arthrose, il y a les douleurs neuropathiques, il y a mal de dos, il y a fibromyalgie, il y a les douleurs du sujet âgé, migraine, douleur de l'enfant. Tout ça, vous pouvez trouver sur le site qui s'appelle, on peut peut-être l'écrire sur le paperboard ou alors vous le notez, réseau au singulier, RESEAU, réseau au singulier, le tiret du 6, et ensuite LCD, comme lutter contre douleur, lcd.org. Vous allez sur ce site, c'est un site d'un réseau de soins qu'on a mis en place, qui est ville-hôpital et qui est financé par l'Agence régionale de santé. Donc tout ce qui est dedans est validé médicalement. Et dessus, il y a toutes ces brochures, il y a les explications sur la douleur chronique. Vous allez dans l'espace public, ensuite vous allez sur brochures, et là il y a toutes les brochures en PDF que vous pouvez télécharger de France et de Navarre, on peut le faire n'importe où. Et il y a des outils aussi de relaxation respiration. Donc réseau-du6lcd.org. Là, vous avez beaucoup de documents informatifs et notamment sur les douleurs chroniques. La différence avec douleur aiguë, il y a un petit tableau dans les brochures qui montre bien qu'une douleur aiguë, on attend une guérison. Douleur chronique, c'est plutôt une réadaptation. Et puis un autre point qui est important, la MCID, comme appelait Maxime Dougado, c'est la Minimal Clinical Difference. C'est-à-dire la différence minimale cliniquement observable pour le patient en douleur, c'est 3 sur 10. C'est-à-dire un patient qui passe de 7 à 4, là il dit « Ah, il y a une différence pour moi ». Qui passe de 5 à 2, il dit « Ah oui, là je le sens ». Donc en fait, l'objectif, c'est d'essayer d'atteindre comme ce 3 sur 10. Merci beaucoup. Il n'y a pas de majuscule à raison. C'est d'atteindre au moins ce 3 sur 10 où il commence à sentir un soulagement. Si on a plus, on est content. Et si on a déjà ça, donc il faut vraiment aussi leur travailler sur les attentes. Parce que sinon, quoi qu'on fasse, ça marchera pas s'il attend la guérison. Et du coup, on sera toujours en train de courir après un résultat qui est pas réaliste. C'est super important. Et vous pouvez aller aussi sur le site de la Haute Autorité de Santé, HAS, et vous pouvez aller chercher la recommandation sur la prise en charge, l'évaluation et la prise en charge de la douleur chronique de 1999. Dedans, il y a tous les items, il y a des questionnaires, il y a la douleur, ce qu'on appelle le BPI ou le questionnaire concis des douleurs, et où il y a plein d'éléments qui sont expliqués, peuvent vous aider. C'est une reco ancienne, mais elle est toujours d'actualité. 1999, évaluation et prise en charge du patient douloureux chronique, HAS. Vous tombez direct sur le PDF. Ça vous donne des petits outils pour vous et aussi pour le patient, le réseau. Et donc, on a vu maintenant l'utilité des TENS dans les différents types de douleurs. Donc, si par exemple les patients se procurent les appareils, ils commencent à utiliser d'une manière très fréquente les séances, est-ce qu'il n'y a pas de risque d'une éventuelle surutilisation? Non, moi j'ai jamais vu. Voilà, il n'y a pas. Par contre, ce que j'ai vu chez un patient qui était algérien, qui était en France depuis des années et qui avait eu un accident du travail. Et moi, je l'ai vu peut-être 10-15 ans après en structure douleur. Et en fait, il avait eu une avulsion du plexus brachial. Hein, donc, il avait un membre qui était complètement amyotrophié. Et il se faisait son auto-TENS. Et la façon dont il faisait, c'était il se frottait en permanence l'épaule contre les murs, les portes. Ça lui faisait sa TENS, sa contre-stimulation. Et je n'ai jamais vu une peau aussi, avec tellement de cornes dessus, tellement il se frottait. Donc voilà ce que j'ai vu, une surutilisation de la contre-stimulation, mais j'ai jamais vu en TENS. On va utiliser la TENS tant qu'elle lui apporte quelque chose. Il n'y a pas d'effet addictif. Hein. Je ne sais pas si ça serait un petit peu la perspective. Quand ça n'est plus efficace, soit il est bien éduqué, il changera de programme, il reverra la position des électrodes, soit il abandonnera l'appareil. Mais il y a eu un cas, comme je disais tout à l'heure, où il y a eu une majoration de la douleur. Bon, ça doit être exceptionnel quand même.
Aucun cas d'eczéma ou d'allergie de contact. Donc, on a peut-être une bonne peau ici. Les électrodes hypoallergéniques, ça marche super bien sur les patients qui ont des effets un petit peu urticariants. Il y a vraiment, non, on n'a vraiment pas de problème au quotidien, hein, vraiment aucun. Les patients finissent aussi par lâcher ou abandonner. C'est un peu contraignant quand même. Hein. Il faut brancher, il faut mettre les électrodes, la boîte, régler, aller travailler, remettre. Enfin, à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu contraignant. Donc les patients souvent, ils diminuent un peu la fréquence. Alors des fois ils disent, bah, quand j'ai trop mal, je reprends la TENS. Voilà, ils modulent. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, l'unité de la douleur est ouverte, de toute façon, ça vous le savez, à tous ceux ou celles qui sont intéressés. Si vous voulez assister à des séances de neurostimulation transcutanée, surtout la première séance qui est intéressante, où il y a toute cette mise en place de communication avec le patient, avec vue peut-être d'intégrer ça dans votre pratique, ça serait quand même intéressant et l'objectif un peu de la démarche. N'hésitez pas. S'il y avait des questions, passez me voir et on essaiera d'en discuter ensemble. Je vous remercie. Oui, oui. Ah oui, vas-y. Alors, off la TENS. Donc, c'était... Ah oui. Je suis tellement rentrée dedans. Faut que je sorte. Alors voilà, donc c'est un appel aux collègues qui sont en pratique libérale, tous ceux qui sont intéressés par la douleur, qui sont à la recherche d'un groupe de travail ou au moins de rencontres et de partage d'expériences. On pourrait envisager de faire ça à partir de l'unité de la douleur du service de rhumato. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est pour ceux qui seraient intéressés par une initiation à la mésothérapie. Ça aussi, c'est une porte que nous ouvrons par rapport à l'intégration dans votre pratique. Et je sais que les résidents qui sont quittés ou qui sont encore au service ont reçu une première formation qui sera complétée par une formation académique. Hein. Moi, ce que je propose, c'est juste une initiation pour voir un petit peu comment fonctionne la technique. Et c'était ça, en fait, les annonces pour l'atelier. D'accord. Alors, effectivement, il y a cette troisième nouvelle, c'est-à-dire comme maintenant il y a 2 collègues de résidents qui sont intégrés à l'unité de la douleur, on a plus de capacité par rapport à l'agenda consultation. Donc, ceux qui sont en libéral et qui souhaiteraient avoir un avis au niveau de l'unité de la douleur, il ne faut pas hésiter, d'accord? Donc, il y a quand même des règles du jeu. Les patients du service sont prioritaires. Il faut envoyer une liste de liaison et la plus détaillée possible pour que je n'ai pas à vous rappeler au téléphone et que le patient ramène son dossier médical. Ça m'aide aussi à avoir une idée un petit peu sur le parcours. D'accord? Le téléphone de Khadija, si vous ne l'avez pas, on peut vous le donner et rendez-vous sera pris et un retour vous sera donné. D'accord? Donc ça serait quand même, ça serait bien que vous ayez accès, enfin que vous ayez recours à cette porte ouverte. Alors, vous savez que l'unité de la douleur au départ était réservée aux patients du service 43, mais maintenant on peut s'ouvrir vers l'extérieur et j'en suis très contente. Alors dans la même logique, s'il y a des suggestions, vous savez que je suis ouverte par rapport à cette communication ville-hôpital. S'il y a des remarques à faire, s'il y a des suggestions de mise en place, faut pas hésiter. Il faut pas être seulement dans l'envoi du patient. Être proactif, ça serait aussi quelque chose d'intéressant pour nous aider à nous améliorer et à proposer des choses qui sont plus adaptées en libéral. On a été formaté pour les besoins hospitaliers. Si on s'ouvre vers le libéral, on est prêt aussi à s'adapter à vos besoins dans la mesure de nos possibilités. OK? Donc, un grand merci à nos oratrices, professeur Laroche et docteur Louhaban, pour ces excellentes présentations. Nous remercions aussi les laboratoires pour leur participation et nous sommes invités à un déjeuner. Donc, je vais le dire en arabe. Marhaba bikoum. À la prochaine, Inch'Allah.